La principale source de pollution de l'air par le monoxyde de carbone dans les usines est sans contredit le fonctionnement des véhicules à moteur, tels que les chariots élévateurs au propane, surtout si leurs moteurs sont mal ajustés. Le monoxyde de carbone n'est pas le seul polluant émis par les moteurs des chariots. On retrouve aussi le bioxyde de carbone, les vapeurs d'eau, les oxydes d'azote, l'oxygène et les hydrocarbures. Mais le monoxyde de carbone est le plus sournois et le plus dangereux de ces gaz car il ne sent rien, n'a pas de couleur et peut provoquer la mort par asphyxie. L'opération de chargement de la remorque avec un chariot mal ajusté peut générer dans l'air ambiant des concentrations de l'ordre de 250 parties par million et plus, alors que la norme au Québec est de 35 parties par million pour 8 heures d'exposition. De très nombreux cas d'intoxication au monoxyde de carbone se produisent chaque année dans les entreprises du Québec. Et l'on a même eu un cas de décès par intoxication au monoxyde de carbone en 1993. Il faut donc éliminer, ou du moins diminuer l'émission de monoxyde de carbone par les moteurs des chariots au propane. Cette vidéo est destinée particulièrement aux mécaniciens effectuant la vérification des chariots élévateurs au propane. Vous y verrez les principales étapes d'entretien général et spécifiquement les étapes de mise au point du système de carburation et d'allumage. Ces étapes visent la réduction des concentrations de monoxyde de carbone émises dans les gaz d'échappement. Nous vous présenterons les différents équipements requis pour faire ces étapes de mise au point. De plus, nous vous présenterons les résultats les plus à jour sur les concentrations des gaz d'échappement à ne pas dépasser lorsqu'on ajuste un chariot. Ces concentrations permettront en plus d'obtenir un bon rendement du chariot. Il n'existe présentement pas de loi régissant le taux d'émission de monoxyde de carbone par des moteurs au propane. Seules quelques spécifications sur la ventilation sont citées dans le règlement sur la qualité du milieu de travail. Elles sont tirées de recommandations de l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists, l'ACGIH. À titre d'exemple, saviez-vous que dans une entreprise de 25 000 pieds cubes de volume, par exemple une bâtisse de 15 pieds de hauteur, 40 pieds de largeur et 40 pieds de longueur, avec ou sans ventilation mécanique, on ne doit pas utiliser un chariot élévateur au propane. Un minimum de 150 000 pieds cubes de volume par chariot élévateur est souhaitable, sinon la prudence est de rigueur et l'augmentation de la ventilation générale s'impose. Le taux de ventilation minimum suggéré est de 5 000 pieds cubes par minute par chariot au propane. En supposant que l'on respecte les valeurs et les débits de ventilation prescrits par l'ACGIH, encore faut-il que nos chariots n'émettent pas de quantité phénoménale de monoxyde de carbone et contaminent ainsi l'air ambiant. Pour s'en assurer, et c'est la principale recommandation de l'ACGIH, il faut un programme d'entretien préventif des chariots élévateurs au propane basé sur le taux d'émission des gaz d'échappement, particulièrement le monoxyde de carbone. Rappelez-vous que le mécanicien qui entretient les chariots élévateurs au propane a une très grande responsabilité en regard de la santé des autres travailleurs de l'entreprise. Son expérience, sa compétence et les équipements mis à sa disposition peuvent faire toute la différence. Mais c'est quoi un programme d'entretien préventif? Trop souvent, on attend que ça casse pour faire un entretien ou une réparation sur un chariot. Ce n'est pas un entretien préventif. Ce n'est vraiment pas la bonne méthode pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone. Pas non plus une façon économique d'entretenir un véhicule. Au contraire,
Chaque chariot devrait faire l'objet d'un suivi périodique, tout comme votre automobile. Les manufacturiers de véhicules automobiles fournissent des chartes d'entretien périodiques avec les véhicules qu'ils vendent et la plupart des gens, sans se poser de questions, suivent à peu près leurs recommandations. Il doit en être ainsi pour les chariots élévateurs. On doit les suivre périodiquement. L'entretien préventif commence par une inspection générale. Dans les prochaines minutes, je vais effectuer les principales vérifications lors d'un service d'entretien préventif que je vous suggère aux 100 heures. Nous verrons aussi un peu plus tard les principales étapes de mise au point du feu et de la carburation. J'espère que mon expérience de plus de 15 ans comme mécanicien vous sera profitable dans l'entretien de vos chariots élévateurs au propane. On enlève les planchers pour faciliter l'inspection du couvert de la transmission et de la transmission. On regarde s'il y a des coulisses d'huile sur l'orbital du power steering. On vérifie le master cylindre. On regarde le blocage du système de sécurité de l'embrayage. On vérifie ensuite la course de la pédale de frein et on regarde s'il n'y a pas de rainure sur le spool du hinching valve. On vérifie les connexions des fils sur le klaxon et les connexions du backup alarme sur le couvert de la transmission. On démarre le moteur pour vérifier le mât à sa pleine extension, nous permettant ainsi de voir l'état de la tige du cylindre qui lève la charge. Par coup saccadé d'avant en arrière, on vérifie le jeu dans la section du mât, le jeu des pins et des bouchings du tilt-cylindre. Cette opération permet aussi de voir le jeu des pins d'attachement à la base du mât. On vérifie le niveau d'huile du différentiel. On regarde ensuite le couvert du différentiel, ainsi que les fuites d'huile qu'il pourrait y avoir par les hausses et les adapteurs de hausse dans le mât. Pour vérifier enfin les couvercles des tilt-cylindres pour les fuites d'huile. On vérifie le seal du différentiel et du output shaft de la transmission. On regarde le seal de crank arrière, le seal de crank avant, l'essieu arrière, les rods de conduite et le cylindre de conduite, les caps sur les kingpins, et puis on vérifie s'il n'y a pas de cassure dans les soudures sur le frein. Étant donné qu'une chaîne a une longueur maximum d'étirement, la mesure des chaînes se prend avec une règle spécialement conçue à cet effet. Lorsque l'alignement des pointes de la règle se retrouve au centre des pins, la chaîne est rendue à son maximum d'étirement. On doit absolument changer les chaînes, sinon un accident pourrait survenir. Une fois le chariot soulevé, on regarde s'il n'y a pas de spring cassé dans les rods de conduite. On vérifie aussi le jeu des bearings de roue. Pour l'inspection du moteur, cela comprend la vérification des bottes de tête du moteur, les bottes de support de transmission, les poulies de l'alternateur, du crank et de la pompe à l'eau. S'assurer que les fils de l'alternateur sont bien en place et solides et faire la vérification de ou des courroies. Bien entendu, il ne faut pas oublier de vérifier les niveaux des huiles à moteur, à transmission et hydraulique, car le résultat d'un manque d'huile a des conséquences néfastes. La couleur de l'huile est importante car elle nous donne des indications sur l'état des différents systèmes. Exemple, quand l'huile de transmission est noire,
on peut avoir des clutch packs endommagés. Ou, quand l'huile hydraulique est opaque, certaines composantes hydrauliques sont à vérifier. On vérifie la pédale de positionnement, soit le hinching valve, en reculant et en avançant 2 à 3 fois. Il faut s'assurer que l'opération hydraulique s'effectue sur le moteur quand la transmission est au neutre à la pédale du hinching. On actionne la pédale de frein pour s'assurer que le maître cylindre garde sa charge et aussi on vérifie le jeu de la tige. Il est important de changer le filtre à air d'une façon régulière afin d'avoir un filtre avec la meilleure filtration possible pour ne pas endommager le moteur. Un filtre bouché enrichit le moteur et les concentrations de CO dans les gaz d'échappement sont plus élevées. On peut éviter un changement de filtre en le nettoyant par soufflage à basse pression. Il existe différents modèles de listes d'inspection générale qui sont utilisés par les mécaniciens. Ces listes permettent de faire la vérification générale du chariot et constituent un aide-mémoire pour les mécaniciens. Michel coche actuellement sa liste d'inspection générale. De plus, différentes fiches d'entretien préventif ont été développées. Ces fiches permettent de noter les renseignements nécessaires afin d'assurer un meilleur suivi des chariots dans l'entreprise. Cette fiche permet entre autres d'inscrire les concentrations des gaz d'échappement tels que le monoxyde de carbone. Évidemment, ce n'est qu'un exemple de fiche d'entretien préventif. Michel inscrit sur la fiche les détails plus pertinents tels que les pièces changées ou à changer, les problèmes majeurs identifiés, etc. L'étape de mise au point nécessite des connaissances en mécanique et en combustion au propane beaucoup plus approfondies afin d'identifier les problèmes qui peuvent entraîner des taux de monoxyde de carbone plus élevés. De plus, la connaissance seule ne suffit pas. Il faut que le mécanicien spécialisé dispose d'instruments de mesure spécifiques à la carburation au propane et d'instruments qui puissent lui permettre de vérifier avec précision les différents gaz d'échappement. Les principaux systèmes qui ont une influence directe sur l'émission du monoxyde de carbone sont le système de carburation lui-même, le système d'allumage avec sa composante électrique. Pour faire cette inspection approfondie, il nous faut l'instrumentation requise. Laissons maintenant Mme Brigitte Roberge, hygiéniste industrielle, de l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail, nous présenter différents instruments, ainsi que leur précision, leurs composantes, leurs limitations et leur vérification. Pour qu'une inspection générale soit complète, il est suggéré d'analyser les gaz non dilués d'échappement. Pour faire cette analyse, il existe un grand nombre d'instruments de marques différentes. Plusieurs, tels celui-ci, ont un système de détection par photométrie dans la région de l'infrarouge. Lors de la mise en circuit, l'instrument doit faire l'objet de vérifications. La liste de ces vérifications varie d'un instrument à l'autre, ainsi que la procédure. Ici, nous procédons à un test d'étanchéité du système pneumatique. Ici, à une vérification des zéros électroniques. Ces vérifications sont très importantes car le résultat de vos ajustements en dépendent. En effet, le résultat de l'analyse des gaz seront sous-estimés s'il n'y a pas une bonne étanchéité. L'instrument doit répondre aux spécifications barre 90 ou plus récent du California Bureau of Automobile Repair. Ces spécifications font référence entre autres à l'exactitude, la résolution et les plages de lecture des différents gaz à analyser. Vous les retrouvez dans le manuel d'instruction de l'instrument. L'instrument doit être conçu pour analyser les 4 principaux gaz
retrouvés après la carburation, soit le monoxyde de carbone, le bioxyde de carbone, les hydrocarbures et l'oxygène. Ici, nous voyons un deuxième instrument à infrarouge répondant aux spécifications BAR 90. Plusieurs fabricants offrent différents accessoires tels le rapport air-carburant, le contour et l'imprimante. Ces accessoires peuvent être intégrés dans l'instrument et vous fournissent des outils pour une assurance qualité de vos ajustements. Sur cet instrument, la procédure de vérification est différente par rapport à celui que nous avons vu précédemment, mais tout aussi important. Ici, les paramètres d'analyse doivent être sélectionnés par l'intermédiaire du choix du carburant. Ces caractéristiques varient en fonction du carburant sélectionné et servent de référence pour vos ajustements. Une fois cette sélection de carburant faite, et en tout autre moment, il est possible de procéder à une vérification des zéros électroniques. Cette vérification vous assure une fiabilité des résultats d'analyse, donc de vos ajustements. Pour une fiabilité accrue, l'étalonnage chimique doit être fait périodiquement. Plusieurs distributeurs offrent un mélange étalon pour faire l'étalonnage et pour vérifier la réponse de l'instrument. La lecture de l'affichage de l'oxygène doit se rapprocher de 20,9 % quand la sonde de prélèvement est dans l'air de la pièce. Si elle est trop basse, elle peut signaler un problème au niveau de l'étalonnage. Il se peut également que le détecteur soit en fin de vie. En effet, le détecteur d'oxygène est une pile galvanique, dite également électrochimique. Son temps de vie est plus court que celui d'une source infrarouge. Vous voyez ici un détecteur d'oxygène que l'on retrouve sur le premier instrument que nous avons vu. Et ici, celui du deuxième instrument. L'état d'encrassement des filtres à particules et la trappe à eau est à vérifier régulièrement. Les particules présentes dans les gaz d'échappement doivent être trappées dans ces filtres afin de maintenir la propreté dans la chambre d'analyse. La propreté du tuyau doit aussi être vérifiée. Il est recommandé de passer de l'air comprimé afin d'assurer l'absence d'eau de condensation à l'intérieur du tuyau. Une accumulation d'eau de condensation peut entraîner un blocage du système d'aspiration et un message d'erreur sur l'instrument. Il est important que l'évaluation des gaz d'échappement s'effectue à l'intérieur du système d'échappement, le plus près possible du silencieux. Il faut utiliser pour cela une sonde avec des dimensions de diamètre et de longueur appropriées au système d'échappement des chariots élévateurs à évaluer. Vous voyez ici la sonde originale fournie avec un instrument infrarouge. Son diamètre est trop gros et ne permet pas l'enfoncement de la sonde, même dans l'orifice le plus gros du silencieux. La sonde idéale pour un enfoncement le plus près possible du silencieux doit avoir un diamètre d'environ 0,3 cm et une longueur de 50 cm. Sa flexibilité est très importante pour mieux enfoncer, particulièrement au niveau des différentes courbes que l'on peut retrouver sur des systèmes d'échappement de certains chariots. Cet enfoncement vers le silencieux est un des éléments importants pour la fiabilité des résultats d'analyse et pour empêcher la sous-estimation des résultats dus à un phénomène de dilution. L'enfoncement de la sonde est variable selon la longueur du tuyau de sortie du système d'échappement et l'inaccessibilité du silencieux lui-même due aux perforations du diffuseur interne ou externe. Des sondes peuvent également être fabriquées par le mécanicien en utilisant un tuyau d'acier inoxydable ou de cuivre. L'acier inoxydable est moins souple que le cuivre, mais plus résistant à l'utilisation répétée dans des conditions particulièrement difficiles dues aux accès limités. Pour faire de telles sondes, il suffit de fermer une extrémité du tuyau, de faire de petits orifices sur les côtés
et de mettre un raccord de tarottage compatible avec le tuyau de l'instrument. Ces nouvelles sondes doivent maintenir les spécifications de l'instrument quant au débit de la pompe et le temps de réponse de l'instrument. Cette sonde maison est constituée d'un tuyau de réfrigération d'environ 3/8 de pouce de diamètre en cuivre. Il est possible de l'enfoncer profondément vers le silencieux. Il faut se rappeler que le cuivre est moins résistant à l'usage répété. Vous voyez ici 3 types de sondes. La sonde en acier inoxydable, la sonde flexible et celle en cuivre. La poignée de la sonde peut être dans un matériel résistant à la chaleur et au coup. Un mauvais enfoncement de la sonde donne une sous-estimation des résultats qui peut être signalée par la lecture de l'oxygène. Il y a une différence significative dans la lecture de l'oxygène ici, 12,41 et 3,7 % pour 2 instruments dont la sonde ne sont pas enfoncés au même niveau dans le système d'échappement. Lorsque le chariot est muni d'un catalyseur, les mesures pourraient être idéalement prises en amont de celui-ci afin de dissocier les résultats de la mise au point, c'est-à-dire la mesure du monoxyde de carbone, et la capacité d'absorption du catalyseur. La température à la sortie du moteur avant le catalyseur est d'environ 335 degrés Celsius. Celle à la sortie de l'échappement est d'environ 190 degrés. Il est possible de faire une ouverture sur le tuyau à la sortie du moteur. Cette ouverture sera fermée par un système étanche et résistant à la pression. À partir de cette ouverture, il est possible de mettre un raccord pour relier à l'instrument d'analyse. Nous avons procédé à 2 analyses distinctes à l'aide de 2 instruments. Un installé avant le catalyseur, dans l'ouverture faite à la sortie du moteur, et l'autre à l'échappement. Comme vous pouvez le constater ici, les résultats des lectures des différents gaz à analyser sont identiques, c'est-à-dire avant le catalyseur, comme ici le résultat, et après le catalyseur. Ce qui laisse croire qu'un catalyseur n'est pas nécessairement efficace en tout temps. Avant tout, il est très important de s'assurer de l'équilibre entre les contaminants retrouvés. La proportion entre ces principaux contaminants émis constitue un indice de la qualité de la combustion. L'entretien des chariots élévateurs doit se baser sur l'évaluation du monoxyde de carbone dans les gaz d'échappement non dilués. Le monoxyde de carbone doit être idéalement entre 0,5 et 0,8 % dans les gaz d'échappement, bien que la recommandation américaine soit de moins de 1 %. L'oxygène devrait être idéalement de 0,8 à 2 %, bien qu'on peut accepter jusqu'à un maximum de 5 % selon l'état du système d'échappement du chariot, de l'enfoncement de la sonde de prélèvement et la richesse du mélange. Une concentration supérieure à 200 ppm d'hydrocarbures retrouvés dans les gaz d'échappement signale un problème au niveau du système d'allumage et une consommation inutile du carburant. Des gaz d'échappement sans odeur caractérisent les moteurs au propane correctement ajustés. Lors d'une combustion totale, il se formerait exclusivement du bioxyde de carbone et des vapeurs d'eau. Bien qu'il soit possible d'abaisser la concentration de monoxyde de carbone sous 0,1 %, il serait souhaitable qu'un seuil minimal de CO soit établi sans qu'il n'y ait d'émission de concentration toxique des oxydes d'azote. L'étude est présentement en cours. La fiche technique contient l'ensemble des informations sur l'équilibre des gaz, la méthode d'analyse recommandée, ainsi que sur différentes étapes de mise au point d'un chariot élévateur. Regardons maintenant M. Michel Hull procéder aux différentes étapes de mise au point.
On installe la sonde adéquatement pour faire une première lecture des gaz d'échappement. Dans le premier exemple, on s'aperçoit que les hydrocarbures sont très élevés. Dans le deuxième cas, le CO et les hydrocarbures sont élevés. Il faut donc vérifier le feu et la carburation. On commence par vérifier l'encrassement du chapeau du distributeur au niveau des points de contact. On peut y voir des taches sur les bornes du cap qui vont aux bougies et sur la borne centrale qui est celle du coil. Il faut s'assurer que les bornes du cap sont propres, sans verre de gris ni de craque. On peut, à l'occasion, gratter légèrement les bornes de contact qui vont aux bougies dans le cap. On vérifie leur hauteur, les pointes et condensateurs s'il y a lieu. On s'assure que l'avance mécanique travaille bien et qu'il n'y a pas de jeu sur le shaft du distributeur. On enlève les bougies. On vérifie l'écartement de la bougie, la couleur et les électrodes des bougies, qui peuvent nous indiquer certaines conditions dans la chambre de combustion, soit un problème de combustion ou un problème de feu. Par la suite, on numérote les bougies pour déterminer si c'est le fil ou la bougie qui est en problème. On prend la compression de chaque cylindre. 3 coups suffisent pour avoir une bonne lecture. Un écart maximal de plus ou moins 5 à 10 % est recommandé entre la lecture la plus élevée et la plus basse. On teste l'état des fils au moyen de la bougie testeur. Une bonne mise à la terre doit être sûre pour faire le test. On démarre le moteur et un spark doit se faire sur l'électrode d'une façon régulière. Après avoir rebranché les fils de bougie, on relâche le pied du distributeur. On s'assure que le distributeur est libre sur sa base. On démarre le moteur et on fait l'ajustement de l'allumage à l'aide d'une lampe stroboscopique. Ensuite, on teste la pression du vaporisateur. Cette pression ne doit pas excéder la pression maximale du fabricant. On doit ajuster le haut régime du moteur par le gouverneur. Le niveau de CO s'abaisse à une lecture entre 0,5 et 0,8 % à l'aide de la vis de puissance. On doit vérifier les gaz d'échappement par la méthode du tilt bypass, ce qui déclenche le relief valve. La lecture de CO doit se maintenir ou baisser. On doit faire un ajustement au ralenti et vérifier le niveau du CO. Cette opération vous obligera à visser la vis de ralenti pour maintenir le ralenti initial. On peut abaisser le CO entre 0,1 et 0,5 % par la vis de mélange. En effet, plus le CO est bas, plus l'alimentation du moteur est pauvre, et celui-ci aura tendance à étouffer. Voilà le résultat d'un ajustement adéquat pour ce chariot que nous avons travaillé. Il est important de s'assurer lors des lectures des concentrations des gaz d'échappement que la température de fonctionnement du moteur ait été atteinte. Après avoir enlevé le couvert du carburateur, on voit le diaphragme et on fait la vérification de la toile et du ressort du diaphragme. On voit que la toile vire à l'envers, il y a des résidus de propane sur la valve, ce qui peut empêcher un bon fonctionnement du carburateur. Après avoir repositionné la valve à sa place, s'assurer que le spring est en bonne position et qu'il est comme il faut à sa place dans le couvert, et on resserre le couvert à une pression moyenne. Pour certains modèles de carburateur, si on ne peut abaisser le CO à un niveau convenable, après avoir démonté le diaphragme, on peut ajouter des chimes sur la valve que je tiens entre les doigts, ce qui diminue la course de la valve et nous donne des résultats efficaces.
Entre autres, on peut faire ce chimage sur les modèles de carburateurs CA100, CA110 et CA125 de IMCO. Après une bonne mise au point comportant toutes les étapes mentionnées préalablement, et surtout avec un suivi périodique des chariots élévateurs de votre entreprise, ainsi qu'une ventilation générale appropriée, le monoxyde de carbone ne devrait plus constituer un risque, et ainsi la santé des travailleurs sera protégée. Résumons maintenant les différentes étapes. Il faut s'assurer d'une ventilation générale adéquate. Un programme d'entretien préventif des chariots élévateurs basé sur l'équilibre des gaz d'échappement doit être mis en place. Il faut suivre les étapes de mise au point stipulées par le guide de l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail, tel que présenté précédemment. Il faut utiliser des instruments 4 gaz ou plus, équipés de sondes adéquates et bien positionner ces sondes. Il faut étalonner périodiquement, par exemple une fois tous les 3 mois, cet instrument.